on ne présente pas quelqu'un qui marque son siècle, et le siècle de l'anthropologie à ce point-là. Je crois qu'on a tous en tête des mots comme ça qui dansent, hein, la surmodernité, les lieux, les non-lieux, qui ont meublé nos idées, nos concepts, nos démarches intellectuelles, qu'elles soient scientifiques ou littéraires ou autres, et qui est tant dit d'ailleurs, une personne qui a tant dit sur la science et sa présence dans nos tribus. Je voudrais le remercier vraiment beaucoup de notre part à tous, parce que deux chutes malencontreuses l'ont gêné et il est quand même présent aujourd'hui. Donc on va l'écouter avec toute l'attention qu'il mérite et avec des remerciements dès le début de son intervention. Et merci d'être là. Oui, j'avais d'abord proposé comme titre « À quoi sert l'écologie ?» C'était un titre ambitieux. Et je me suis dit que j'allais le poser peut-être un petit peu autrement, en me demandant à quoi sert ce que nous appelons un anthropologue aujourd'hui. Voilà. Il faut d'abord préciser que la question est posée au présent, quid de l'anthropologie d'aujourd'hui. La référence aux différents rôles qu'on a pu être tenté de lui faire jouer dans le passé ne peut donc ici qu'être allusive et introductive. Dans les années 60 et antérieurement sous la colonisation, il a été parfois appelé à la rescousse de projets de développement d'anthropologues sur la faisabilité desquels on interrogeait. Tout ça relève de l'histoire et d'une définition étroitement instrumentale de la discipline. La question aujourd'hui se pose sur le rapport à une dimension au contraire élargie, ou pour mieux dire approfondie de la discipline. Cette dimension s'impose dès lors qu'on s'interroge sur la transformation accélérée du monde contemporain. Cette accélération elle-même suscite des questions qui relèvent aussi bien de l'anthropologie philosophique. Or, la transition est graduelle entre anthropologie sociale, anthropologie culturelle et anthropologie féministe. Dans la mesure où l'ethnologie la plus factuelle et la plus stricte, si elle se voulait respectueuse des sociétés qu'elle étudie, n'a jamais pu faire l'impasse sur les représentations de l'homme ou les visions du monde qui leur étaient propres. Paradoxalement, ces questions retrouvent une actualité et une pertinence nouvelle à l'heure de la globalisation. Sartre en avait eu le pressentiment dans ces situations. Traditionnellement, l'ethnologue étudiait les relations sociales dans un groupe restreint en tenant compte de leur contexte géographique, historique, politique et historique. Et aujourd'hui, le contexte est toujours planétaire. Quant aux relations, elles changent elles-mêmes de nature et de modalité avec le développement des technologies de la communication qui interviennent simultanément dans la redéfinition du contexte et dans celle des relations qui prennent pas la place. Ainsi se trouve remise en cause la distinction entre ethnologie, observation localisée, et anthropologie comme point de vue général ou comparatif. Toute ethnologie de nos jours est nécessairement anthropologie. De la même façon, la dimension réflexive de l'observation anthropologique qui a toujours été si importante acquiert une évidence nouvelle à partir du moment où, sous certains aspects, nous appartenons tous au même monde et où, du même coup, l'observateur, quel qu'il soit, fait partie de ceux qui l'observent et devient de fait son propre indigène. Si les grands paramètres de l'ethnologie classique, la filiation, l'alliance, la résidence et la génération, ont bougé dans un monde en transformation accélérée, il reste cependant des repères significatifs et pertinents par rapport auquel, justement, nous pouvons mieux mesurer les enjeux et le sens du changement visuel qui réoriente nos existences individuelles et collectives. Il semble donc au total que la dimension clinique de l'anthropologie lui donne aujourd'hui une vocation particulière qu'il est plus à même que d'autres disciplines d'assurer. Ce que l'anthropologue lui-même, plus ou moins déraciné et contraint de prendre ses distances avec ses origines, laissait entendre aux informateurs dont il tirait tout son savoir, c'était, j'y reviendrai, que ce qu'il considérait comme naturel et évident était culturel et problématique. Il a dorénavant l'attachement d'assumer cette mission critique
non pas simplement dans sa propre société, car ce découpage ne tient plus, mais dans l'ensemble encore protéiforme que nous appelons le monde global, dont il fait partie avec les autres. Jamais un regard anthropologique critique n'a été si nécessaire qu'aujourd'hui. Jamais non plus ce droit de regard n'a été si difficile à exercer, tant les critères de naturel et d'évidence ont bougé. C'est par rapport à cette nouvelle donne que peut être abordé des thèmes qui sont autant d'éléments de réponse à la question de savoir ce que signifie le changement d'échelle que nous vivons, comme la pluralité des histoires, la notion de personne, les rituels, la différence des sexes et du pouvoir, chapitre classique de la littérature ethnologique, que pour cette raison même, l'ethnologie peut réécrire avec une certaine efficacité pour apporter sa pierre à l'effort de lucidité critique dont l'humanité plus que j'ai besoin, c'est de pouvoir se dire un jour non plus global mais total au sens de Mauss, c'est-à-dire intelligente, lucide, ambitieuse et solidaire. La question que peut se poser pour certains d'anthropologues qui a commencé à travailler en Afrique au lendemain des indépendances, c'est-à-dire à une époque où l'anthropologie est plus classique pour l'usine des œuvres majeures, où se développaient en France de grandes aventures intellectuelles comme le structuralisme, ou l'étude dynamiste des phénomènes de contact, un anthropologue en ceux qui a été témoin du passage de la colonisation à la globalisation, c'est peut-être sans Fransky, ni narcissisme, à quoi m'a servi l'anthropologie, à quoi me sert-elle aujourd'hui, ou pour personnaliser un peu la question, à quoi sert un anthropologue, à quoi est-ce servi, puis servir au pas. On m'interrogeait de nouveau frais sur la définition de la discipline et sur les changements fondamentaux survenus dans l'établissement et la gestion des relations sociales, et ainsi donne toujours pour objet. Je me trouve ainsi amené à évoquer d'abord mon itinéraire personnel, non pour le proposeur d'exemple, mais parce que je partage avec les anthropologues de ma génération une expérience historique, le passage de la colonisation à la globalisation, dont nous sommes tous aujourd'hui conduits à tirer les conséquences. Parler de soi dans ces conditions, c'est le seul moyen de rester concret. Et d'abord, pourquoi voulait-on devenir anthropologue dans les années 60? Les motivations pouvaient être diverses selon les individus, mais elles se recouvrent en partie. Elles avaient toutes une dimension politique. Le marxisme était au cœur des débats intellectuels quand les garage on prétendait l'abonder ou qu'on le rejeta. Il constituait pour les anthropologues une première ligne de partage. Une seconde ligne fut banalement géographique, mais aussi historique. Certains d'entre nous travaillèrent dans des États anciennement colonisés par la France qui venaient d'accéder à l'indépendance. D'autres travaillèrent en Amérique latine, en Océanie, hors du domaine colonial français. Ces deux lignes de partage coïncidèrent parfois. Les africanistes étaient confrontés directement et indirectement aux initiatives des autorités locales, plus ou moins soutenues par ces puissances coloniales. Certains travailleurs dans le cadre des sociétés de développement privées ou d'institutions d'État qui s'assignaient officiellement à des tâches d'assistance. Ces études appliquées se situaient hors de toute perspective passéiste, même lorsqu'elles présentaient bien en évidence les ressorts traditionnels des groupes dont elles essayaient de mesurer les chances de développement. D'autres travailleurs de manière à prendre première vue moins engagés dans l'actualité du moment, mais à la fois parce que les sociétés africaines étaient de longue date des sociétés politiques hiérarchisées, même lorsqu'elles n'avaient pas la forme institutionnelle de royaume, et parce que leur lutte intellectuelle et l'histoire récente du poussé s'intéressèrent en priorité aux stratégies du pouvoir, aux phénomènes de contact, au syncrétisme religieux et aux évolutions structurelles des populations qu'ils étudiaient. Quelques américanistes français, à la différence de l'immense majorité des ethnologues sud-américains, se désintéressèrent de ces questions pour privilégier l'observation de groupes isolés, pris comme le paradigme des sociétés primitives. Les thèmes de l'ethnocide et de la société contre l'État partagent un rejet de la culture occidentale, autant que celle-ci serait essentiellement négatrice des différences et politiquement marquée par le paradigme de l'État. Mon propos ici n'est pas d'ouvrir les débats, et de souligner que, aussi différents posés qu'ils fussent, les ethnologues de ma génération, marxistes ou revenus du marxisme, les marxistes avaient le sentiment que par leurs préoccupations et leurs travaux, ils participaient à une actualité plus large, à la fois sur un plan strictement intellectuel, en validant, adaptant ou invalidant la théorie marxienne, et sur un plan pratique en se prononçant sur les conditions de développement économique ou sur la défense des sociétés en voie de disparition. Nous étions tous en ce sens engagés. Ces formes variées et parfois opposées d'engagement ayant ceci de remarquable et dans une certaine mesure de paradoxal, qu'elles s'affirmaient dans un environnement intellectuel où s'exprime parallèlement la conviction que les sciences sociales étaient des sciences au même titre que les sciences de la nature et pouvaient prétendre à la même objectivité.
J'étais bien produit de la milieu d'une époque lorsque fait l'article en 1965 sur l'arrivage à l'avion de Côte d'Ivoire. Je m'attire avec détermination, une non-sensibilité à l'étude monographique d'un village situé entre mer et légumes à une centaine de kilomètres d'Abidjan. Et je suis amené au cours des mois suivants à établir un certain nombre de constats dont je mesurais progressivement l'importance et sur lesquels aujourd'hui encore me paraît-il de réfléchir. Le premier terrain, celui sur lequel on cesse de revenir, semble toujours porteur de leçons. Sans doute parce qu'il correspond à l'expérience initiale d'une rencontre avec les autres qui ne se présentent pas plus jamais avec la même force. Le premier constat fut celui de la résistance de ce terrain. Non pas au sens où je me serais heurté des refus et des repas de silence, mais au sens où je furent mes interlocuteurs qui, malgré mes références assez théoriques, m'imposèrent leur thème et par leurs réponses sur évoluer les questions. Le deuxième constat, à l'inverse, me montra la qualité de mes grands prédécesseurs, dont les analyses seraient éclairantes pour ces interprétations d'une réalité empirique particulière qui n'avait pourtant pas été directement. Leur anthropologie servielle que je suis d'être, les apportées générales me parurent indispensables. Le troisième constat, également encourageant pour la discipline, concernait sa capacité à mettre au jour, derrière les apparences de la règle officielle et à travers elle, le jeu réel des rapports sociaux. Ces trois constats m'ont s'y attardent, car leur portée dépasse évidemment le gabarit des études que je faisais à l'époque. Ils peuvent être à la base de la question que nous posons sur l'utilité de l'anthropologie et sur son rôle possible aujourd'hui. L'ethnologue partage, que devrait partager avec le psychanalyste, la pratique de l'attention flottante. Rien de plus étranger, il devrait être plus étranger à sa pratique que le questionnaire. Lorsqu'il commence à me relayer des questions qu'il pourrait poser, c'est qu'il est déjà bien avancé. Son premier soin, lorsqu'il débarque quelque part, c'est d'expliquer et de tenter de justifier sa présence. Celle-ci, en effet, n'est rien d'évident. L'ethnologue est un peu comme un détective qui se présente dès que par hasard d'un lieu quelconque avant que le moindre crime y ait eu lieu. Loin, pour reste de vouloir pallier ou empêcher quoi que ce soit, il attend, son carnet à la main, que quelque chose se passe. Sa présence est aux yeux des autres un mystère ou même une menace. Il est suspect, soupçonné d'être à l'agent des autorités coloniales, nationales, gouvernementales ou patronales, selon le contexte. Il disait clairement pour autant qu'il en serait capable, suffit d'attention claire, enquêter sur les vérifications, sur la règle de résidence, sur la relation entre les liaisons, et plus sincèrement attendre de voir venir, il ne ferait qu'aggraver son cas. Alors il ment. Il ment en serrant la vérité au plus près. En Afrique, la pension de l'histoire était l'approximation la plus commode, car elle nous était contre l'occupation, le récit les plus anciens et les plus savants. Dans la zone de la Guinée, où je travaillais, aucun groupe ne se prétend autochtone. L'histoire de migration ancienne, c'est facilement et fréquemment évoquée, de même qu'une histoire plus récente qui avait fait au XIXe siècle la fortune des grands traitants chez le village spécialisés dans le commerce de l'huile de palme. Dire que l'on étudiait l'histoire n'était pas vraiment mentir, a été une composante essentielle de l'enquête, et celle-ci ne se réalisait pas. Elle était une composante essentielle de l'enquête, mais celle-ci ne se réalisait pas. Évoquer l'histoire permettrait d'aborder les rapports entre les différents lignages et de faire préciser pas mal de choses sur les rapports de filiation, l'alliance patrimoniale, du classage, bref, de faire cet objet. Mais cela permettait d'abord de se faire un but, de regarder et d'écouter. À l'époque, je m'appliquais plutôt à identifier des modes de production sur le type de se combiner dans une formation sociale. La conceptualisation d'Althusser s'appliquait d'ailleurs assez facilement à la réalité du groupe Palladian, dans lequel visiblement existaient des inégalités de toutes sortes et des places différentes dans les activités économiques. Mais les interlocuteurs m'imposèrent vite un autre langage et un détour parce que je persistais à appeler les superstructures. Ce qui les passionnait, et qui était d'ailleurs loin d'être suivi de considérations sur les conflits d'intérêts, c'était la maladie et la mort. Pour le dire vite, tout événement avait une cause, et toute cause était en définitive sociale, humaine. On me prit vite à témoin des incidents, des interpellations et des accusations, ce qui me poussa à comprendre la logique des raisonnements de la grille symbolique. Conception du corps, de ses humeurs et ses influences dont elles sont porteuses, rapport d'efficacité et d'alliance, et ont constitué le fondement intellectuel. Trois types d'événements devinrent alors prioritaires. Les commentaires et l'accusation qui furent de mort malheureux, spécialement à la mort. Les funérailles qui avaient souvent lieu longtemps après la mort et toujours au minimum quelques mois plus tard, au cours desquels on rejouait au sens théâtral du terme le scénario auquel avait abouti dans le post-mortem. Et fréquemment aussi, on recourt à un prophète guérisseur
pour que, se substituant à la pratique de leur vie, il se prononça sur la culpabilité de ceux ou celles qui étaient accusés. Ce sont donc mes interlocuteurs qui m'entraînèrent sur leur terrain. Ce ne fut pas l'inverse, car j'ai eu la sagesse de comprendre que j'étais d'abord là pour suivre le mouvement, voir et entendre. Cela dit, je m'en dois bientôt améliorer les groupements familiers. En anthropologie théorique, la perspective structuraliste s'opposait alors à celle de la tradition britannique à Freud publiée en Fortes, qui faisait des lignages comme corporate group, le centre de toute l'analyse sociale. Tous ceux qui ne s'inscrivaient pas directement dans la filiation linéaire relevant de la filiation complémentaire. Pour Lévi-Strauss, Nietzsche et Dames, les liens d'affinité et d'alliance étaient au contraire essentiels. Et c'est à partir de la règle de l'alliance patrilienne que s'est fixé d'autres filiations. Les différences sont manifestées, en outre, entre Lévi-Strauss et Valéry Montagnard, quant à la nature des influences qui s'exerçaient à travers les diverses de relations affiliées. Avec les problèmes de traduction qui compliquaient les choses, je compris que les arrêtés que j'ai essayé d'étudier étaient des versions de la filiation d'alliance, et que pour cette raison même, ils s'agardaient à leur manière des querelles de cette malheur. Vous m'excuserez de m'attarder un instant sur quelques détails ethnographiques. Le brin avec l'exemplaire, je le répète, aussi bien de l'amertume empirique que de la théorie de l'anthropologie et de leur capacité à dévoiler les enjeux de pouvoir qui s'expriment ici à la fois et à le langage de la parente. Les Arabiens ont une matrice linéaire, et on parlait constamment des matrices linéaires. Lorsqu'on parle des paternels d'un individu pour les opposer à ses maternels, c'est-à-dire son comparatif lignage, on désignait sous ce terme la parenté maternelle de son père, autrement dit le lignage paternel. C'était particulièrement par les canaux de la filiation utérine que s'exerçait, selon la version la plus répandue, les pouvoirs d'agression contenus dans ou identifiés à une des composantes de la personne. Sa relation potentiellement la plus tendue et la plus agressive était celle qui existait entre l'oncle maternel et le neveu utérin. En opposition à cette facilité virtuelle, actualisée dans un vote par les phénomènes que Français rassemble de façon signifie sous le terme de sorcellerie, la relation entre père et fils était présentée comme détendue et on attendait des alliés de l'individu, le matrilignage de son père, qui lui prête main forte s'il était accusé d'affection de son propre maternel. Cependant, si un père était arrêté pour une raison quelconque à mauvais son fils, celui-ci, m'assura-t-on, pouvait échapper à la main. Cette omission rare et extraordinairement grave était en quelque sorte l'instrument d'une forme de justice humaine. Une troisième dimension, la patrie, père, père de père, père de père de père, hors lignage, donc, jouait aussi son rôle dans la transmission et la circulation des influences du pouvoir. Le nom, notamment, se transmettait le long de cette ligne, et le fils aîné du fils aîné portait normalement son grand-père paternel. Il faut ajouter que, si la résidence était de patrie visée locale, en tant qu'un homme résidait chez son père, et que la femme qui l'épousait venait d'y rejoindre après la naissance du premier du deuxième enfant, la chaîne matrimoniale, on traduisait parfois par trouve, pour souligner qu'elle symbolisait un pouvoir fort, ne bougeait jamais. Lorsque son détenteur mourait, son successeur dans le matrilignage en héritait et quittait la cour de son propre père pour venir s'y asseoir. Dans le langage de l'ethnologie, on désigne comme harmonique les systèmes dans lesquels il y a correspondance entre règles de filiation et règles de filiation et de résidence. Filiation magnétique et résidence locale, et filiation utérine, résidence avoncu locale. Et comme disharmonique, les systèmes où ce type de filiation se combine avec un type de résidence qui ne lui correspond pas. Filiation utérine et résidence locale, par exemple. Le système à la terme se dérangeait donc franchement dans l'article de catégorie. Il était plutôt hémi-harmonique. La relation entre affin, maternel du père, et l'enfant du père, il joue un rôle aussi structurant que la relation linéaire. Il reste que la pertinence des analyses et des distinctions proposées par les illustres prédécesseurs était manifeste à mes yeux, en ce sens qu'elle n'aurait pas dérouté, au vocabulaire près, les plus savants des exégètes locaux de la vie sociale. Les exégètes savent toujours être tentés d'adapter leur réponse à la forme des questions, et finalement de présenter une théorie d'ensemble dont ils ne jamais eu l'idée sans elle. Il convient donc d'observer le plus attentivement possible une procédure concrète d'enquête. Pour celle-ci était en cause et en jeu des individus ou des groupes aux intérêts souvent opposés. Elle s'apparentait à une épreuve de force, la parole des uns ne faisant pas payer au même poids que celle des autres.
mais aussi tous devenir compte, tous essayer de tenir compte de ce objectif, comme le maladie de Gabor. Par exemple, si l'un des individus impliqués dans une affaire venait à mourir au cours d'enquête, sa mort avait d'ailleurs des risques expliqués de la première. Au total, néanmoins, les rapports de force du départ pesaient le plus souvent de façon décisive sur les déroulements de l'enquête, l'établissement du diagnostic et le contenu du hasard. Dans ces matières, lorsqu'on entreprend de rendre compte du détail des intrigues en cours, le langage médical, le langage policier et le langage judiciaire se mêlent étroitement. A priori, toutes les pistes étaient possibles. Agression dans le mode familial, malédiction fraternelle, ou encore les sociétés de sorciers étant conçues sur le modèle des classes d'âge comme des associations de camarades solidaires susceptibles d'échanger leurs crimes, agression par quelqu'un ne relevant ni de l'affiliation ni de l'alliance, et même, ce qui n'était pas rare, responsabilité de la victime elle-même, identifiée comme un agresseur tombé sur le plus fort coup. La théorie reste donc théorique dans la mesure où elle autorisait a priori des interprétations les plus diverses et fournissait d'abord un langage et des arguments à ceux qui étaient les mieux placés pour imposer leur point de vue. Sa vérité était d'ordre syntaxique plus sémantique. Et l'attention portée par les ethnologues et par les chefs de lignage de subtilité des rapports de filiation et d'alliance révèle un usage porteur d'autres enseignements encore plus spectaculaires. On aura bien compris que si l'on s'en tenait à la théorie des rapports entre filiation, alliance et résidence, on devait trouver dans chaque unité territoriale villageoise, désignée dans la traduction française locale sous le terme de coup, des représentants de plusieurs matrilignage, chacun vivant chez son père, chacun vivant chez son père, l'égalité de son père. Or, dans l'immense majorité des cas, la plupart des habitants du même cours disaient appartenir au même matrilignage que le chef de cour. Les généalogies que l'on pouvait remonter au sacédément sur 3 générations apportaient une réponse claire à ce paradoxe. Les riches traitants de la côte, qui avaient bénéficié à la fin du XIXe siècle de leur accru en huile de palme, avaient dans les 2 temps, des femmes du Nord originaires d'ethnies patrilinéaires. Et surtout, ils avaient acheté une grande quantité de femmes esclaves. Les enfants qui naissaient de ces unions appartenaient à leur père, au matrilignage de leur père, et y étaient intégrés avec un statut particulier. Outre les relations d'alliance, une très explicite à ces filialités, c'est les valeurs existants municipales, c'était se donner le moyen de cumuler vis-à-vis de ses descendants les pouvoirs du père et ceux d'oncle maternel. Les unions hommes et femmes esclaves de leur côté produisaient des enfants qui étaient dans la main, de leur acquéreur, qui cumulaient vis-à-vis d'eux les pouvoirs du père et de l'oncle maternel. Dans les plus grands lignages à la viande, on avait pris garde de conserver une ligne directe, pure et turcopolo, à l'intérieur de laquelle il est toujours désigné le chef de lignage, et la grande majorité des Aladins et des métissés, la distinction étant toujours faite, comme dans certains des contes des Français d'aujourd'hui, issus de cette diversité, entre les d'origine plus ou moins récente, première, deuxième, troisième génération. Les systèmes réels de rapport, de filiation et d'alliance étaient donc bien éloignés de ce qu'impliquait en apparence la théorie. Et celle-ci fournissait un langage du logique ou hiérarchie effective. Et c'était lié à la perspective ethnographique qui permettait de mettre au jour un mécanisme de domination trop plus efficace qu'elle s'exerçait sans révolution, ni des mots, ni de la syntaxe. Les besoins en main-d'œuvre conservement pour la fabrication et le transport du sel marin vers le nord, plus récemment pour le transport du baril d'huile à travers la ligne des alliés, jusqu'à la côte et les navires européens, s'était accru. Et les revenus du commerce donnaient un avantage décisif aux pays du Sud et leur permettait d'acquérir des travailleurs esclaves et esclaves reproductrices. Dans des ethnies voisines, comme les Aléfous, des villages d'esclaves étaient constitués pour servir de force de travail. Le grand ethnologue ivoirien Harry Samuel Folté a montré que les sociétés côtières d'Afrique étaient des systèmes esclavagistes. De ce point de vue, la traite transatlantique n'a été que le prolongement d'un système préexistant. Notre peuple provident pour voir un instrument d'analyse critique de la société qui permet, au-delà des mots et des religions de toutes sortes, de mieux saisir le fonctionnement réel des rapports sociaux. Je retrouve un peu plus tard au Togo en étudiant le fonctionnement des couvents consacrés au culte de certains dieux des exemples des capacités d'élucidation. Dans les couvents, les pensionnaires servant du vaudou passaient plusieurs années à son service,
Dans les années 70, la durée de séjour avait diminué, mais était encore de quelques années. Le système de parenté des populations guerre-Burkina était patrilinéaire à vie locale, et chaque chef burkinabé était responsable du culte de certains groupes. Là encore, la religion fonctionnait d'abord comme un vaste système d'interprétation d'événements, notamment d'événements comme la maladie ou la mort. En outre, les prêtres, chefs de lignage ou parentés, étaient les maîtres de l'interprétation, et le premier événement susceptible d'être interprété était la possession elle-même. La première possession conçue dans l'appel d'un vaudou extérieur. Une autre manifestation, pour l'absence de l'élu, pouvait être interprétée par le chef de la communauté comme l'équivalent d'un tel appel. Ainsi voyait-on parfois une famille du lignage parler à un homme d'un autre lignage et parti à Lomé, à Caleta, pour y travailler, être rappelé au village et dans le couvent du lignage par un vaudou du lignage. Le refus de répondre à un tel appel étant censé entraîner des conséquences conductuelles. Dans ce contexte, c'est l'articulation du système religieux, du couvent, et du système lignagé, patrilignage, patrilocalité, qui consacre la prééminence de la filiation sur la race et des hommes sur les femmes. La première utilité que puisse revendiquer l'anthropologue vient donc à l'exactitude de la méthode qui parvient à rendre compte de l'organisation symbolique d'un ensemble social. C'est à une telle organisation qu'on donne parfois une culture. Et une culture, ainsi entendue, n'est jamais un simple ensemble de représentations. C'est plutôt une théorie sociale dont les diverses facettes peuvent, en se combinant, produire une idéologie du pouvoir susceptible d'évolution et éventuellement de manipulation. Elle représente et elle fonctionne à la fois. Elle ordonne tout le sens du terme. Théorie de la nature, code civil et mode d'emploi simultanément, elle pourrait se définir comme ce que j'appelle une idéologique. Il est le recul anthropologique se veut critique. L'anthropologue entend ce qu'on lui dit, mais il demande à voir. L'anthropologue se rien que, mais pas du tout. Il ne soupçonne personne particulièrement, ni type d'expérience, ni lien, ni société sans pouvoir, ni texte divin, ni règles sociales et militaires. En ce sens, son regard est subversif par nature, et sa première tâche sur le terrain est d'enseigner progressivement à ses informateurs, par sa salvoisance aussi par les remarques qu'il fait et les essais qu'il par la presse, que ce qu'il considérait jusqu'à sa venue comme naturel est en fait culturel, et dans cette mesure un effrayant. Il se relaye à affliger le même traitement, chantant interroger à son tour, et chez toi, qu'est-ce qu'il en est? Quand cette question est posée, elle a lui, le côté arbitraire qui effectue. Et qui me retient pourtant n'est pas la différence relative des cultures. Ainsi, plutôt le socle commun de ces diverses représentations qu'elles mettent en place. Car la théorie sociale n'est jamais née de rien. En quelque commun qu'on puisse l'aborder, elle est toujours le fruit de l'observation et de la spéculation territoriale. Plus exactement, elle relève à la fois de la dimension arbitraire du symbolique qu'a retenu Lévi-Strauss dès l'apparition du langage public et du divers signifiants, et de l'observation consciente et construite de la réalité. D'où ce paradoxe. Si différentes et diverses qu'elles soient, les cultures ont toujours refusé de les observe et qui en prend connaissance, à partir des œuvres de ces communes, un petit air de familiarité qui permet de rapprocher et de les comparer. Et c'est à ce point que c'est toujours la possibilité non seulement d'une anthropologie comparative, mais aussi d'une anthropologie spéculative. Entendons par là que dans la mesure où les systèmes locaux s'interrogent sur les grands thèmes problématiques de l'humanité, la vie et la mort, la naissance et l'égalité, les rapports hommes-femmes, ils s'intéressent toute réflexion philosophique indépendamment du caractère socialement marqué des réponses qu'ils apportent aux questions qu'ils posent. Alors, je voudrais maintenant vous dire quelques mots sur l'énigme de la culture et du premier terrain. Les populations étudiées par les ethnologues se sont fait poser des questions élémentaires. Et l'ethnologue est obligé de les insérer à partir des réponses qu'ils y ont apportées. Les lentes, les prescriptions européennes, les structures de garantie, toutes les règles de l'alliance postérieure ne connaissent pas la forme interrogative. Elles ne font certes pas nécessairement l'objectif discours et acheté, mais utiliser à l'occasion en soulagement n'a toujours entendu comme normative perspective. Cependant,
pour l'instant, avec les uns ou les autres, cette œuvre accueille l'occasion des commentaires personnels qui sont plutôt des spéculations ou des variations individuelles que les travaux des techniques collectives minimales. Le propos qu'il enregistre sont à mi-chemin des exégèses officielles du commentaire personnel. Si l'on y réfléchit, on évitera d'ailleurs qu'il est normal que des hommes d'un certain âge, rassemblés autour d'un canal plus un pain, prennent plaisir à discuter de la vie et de la mort, d'une histoire collective, des rencontres de la jeunesse et du vieillissement, de la fatalité et du hasard, de toutes sortes de sujets généraux qui intéressent le cas. La présence d'un interlocuteur prometteur, venu d'ailleurs, et apparemment intéressé par ce genre de conversation, offre de ce point de vue une opportunité exceptionnelle et stimule non seulement l'esprit spéculatif, mais la réflexion sur la nature et le sens de ce que l'on lit habituellement sans trop y penser. En ce sens, l'ethnologie peut s'apparenter parfois une sorte d'ethno-analyse, à la fois pour ceux qui sont logiques et selon l'ethnologie, et pour ceux ou celles qui posent des questions. Ceux qui sont légers du questionnement ont quelque chance de retrouver ainsi le caractère originellement problématique des assertions qui sont invitées à analyser. Ainsi, par exemple, le commentateur a l'intuition des réalités, en faisant remarquer que si le fils ressemblait au père, c'était parce que le sperme et le sang étaient de la même nature, et que la femme n'était qu'un lieu neutre de transit, une pirogue qui ne reflétait rien comme lui-même. Cette dernière affirmation, que l'on entend dans les éthiques, ou bel et bien avec d'autres affirmateurs, sur leur tête des objections sur lesquelles ils revenaient aux ensembles. Par exemple, pourquoi une femme qui était la tête serait hachée à l'intérieur d'une vagelle de lumière en plein mouvement, à la condition d'être pas ménopausée? Ou encore, pourquoi une couleur magnifique est-il souvent plus particulièrement attribuée aux femmes? C'est à partir des questions de ce genre que des anthropologues, au premier rang desquels François Véritier, ont mis en évidence le jeu d'invariants matériels comme le chaud et le froid, et le sec et l'humide, qui commandent en dernière analyse les prescriptions des interdits des divers sacrés. On peut, à la lumière de tels constats, faire l'hypothèse que les théories physiques qui sous-tendent la philosophie d'Aristote ont un fondement dans des idéologies populaires et des constructions symboliques, elles-mêmes échafaudées à partir d'observations empiriques et raisonnées. Le thème de la relation et de l'identité est au cœur de ces élaborations. Pour celles-ci surgissent aujourd'hui à la faveur des innovations autorisées par l'inventivité technologique, comme le recours aux paires porteuses, le clonage des gammes organes. Toutes les innovations qui ont des équivalentes en imagination et des représentations immanentes des villages africains. Ainsi, conseille-t-on aux femmes enceintes de ne pas les installer dans une douche d'air la nuit pour éviter qu'un sorcier ne se substitue au fœtus qu'elle porte, puis jugeant certains hommes forts capables de transmettre leur pouvoir à ceux qui veulent protéger, en ayant recours à ce qu'on pourrait appeler dans un langage qui n'est pas le leur, et ne grève pas. L'intérêt du lien ne se passe pas ainsi entre logique symbolique et observation empirique, d'une part, entre représentation culturelle et réflexion philosophique, d'autre part, et multiple. Au fond du milieu, il permet d'entrevoir la nature du raisonnement qui sous-tend souvent inconsciemment, mais parfois plutôt implicitement, et les discussions faisant apparaître des enseignements logiques qui sous-tendent l'arbitraire apparent de certaines règles, de certains installations. Pourquoi, par exemple, l'interdit de faire l'amour en brousse? Il ne s'agit à l'origine ni de pudeur, ni d'une quelconque considération morale, ni de mécanique. Le sperme de l'homme est considéré comme chaud, la terre elle-même est chaude, l'accumulation éventuelle de chaleur par la mise en contact du sperme et du sol risque d'entraîner la sécheresse. Entendons que, en cas de sécheresse, le diagnostic pourra mettre en cause une transgression de cette interdit. En second lieu, il permet aussi d'expliquer certains comportements ou certains préjugés imputables à la sagesse populaire, comme dans notre pays, la recommandation faite aux femmes et dans leur règle de procéder et de faire prendre une réglisse. La logique des humeurs du corps, ainsi des dimensions variables, plus homologues, ne me l'est pas expliquée. En troisième lieu, et beaucoup plus largement, il nous confronte aux origines empiriques de la réflexion philosophique. Je ne me situe évidemment pas distance de l'évolutionnisme qui trouve leur groupe socialiste de l'annonce, des formes élémentaires philosophiques assez développées à se complexifier en s'individualisant. Je fais plutôt allusion à quelque chose comme un socle, un substrat sur lequel nous sommes bien obligés de revenir par l'activité notamment technologique nous l'impose. Là encore, nous avons une grande réalité sous nos terminaux. Voilà, Ontologie avait en son temps critiqué la notion de philosophie d'ontu proposée par le père Campbell. Il n'y a pas de philosophie collective, pas d'ethno-philosophie, faisait-il remarquer en substance à Eustophis. Une tendance à créer initiée dans la pensée occidentale, à vouloir comparer l'incomparable,
entendons par là des éoliennes de nature différente, pour s'assurer une trop facile victoire, justifier une prétendue supériorité, et éventuellement récupérer une tradition locale en la réinterprétant. Une représentation du monde n'est pas un traité philosophique signé et revendiqué, mais elle repose sur une série d'observations empiriques et de mise en relation cohérente qui, récapitulées par un observateur extérieur, peuvent apparaître comme faisant système, alors que dans la vie courante, elles ne sont évoquées qu'à l'occasion d'événements ponctuels et que leur systématicité reste inopérée. La fonction de cet observateur extérieur peut être aussi bien l'ethnologue qui questionne que l'informateur ainsi invité à produire un discours ordonné. Pour autant, le socle d'informations accumulées depuis longtemps est viendra dans une mémoire collective dont certains plus mieux que d'autres savent gérer, entretenir et reproduire les capitales. Ainsi, la notion de culture devient difficile à définir et à maîtriser. Inséparable des règles sociales qu'elle met en œuvre, elle peut cependant aussi être considérée d'un autre point de vue comme un ensemble de propositions et de représentations comparables à d'autres. J'évoque encore une fois les paradoxes monétaires de tout le paradoxisme, mais aussi de toute réflexion humaniste. Autant qu'autant sur la question sur l'homme singulier dans sa relation avec l'autre. Jamais un éthologue ne sera véritablement surpris, où qu'il soit ou quoi qu'il dise, par ce qu'il apprendra ou croira comprendre de l'autre culture. Quelque étrange ou éventuellement rébarbatif que lui assez très, je dirais, il était servant toujours de l'aboutissement à la raisonnement quand on juge en paramètres anthropologiques et pouvoir remonter aux questions d'enfant-public qui bien présente qu'il fera de la réponse éthique et prescriptive de la culture. L'Afrique, plus précisément, le pays à l'Atlas en voiture a été le premier terrain, celui de la prédation lente correspondant à ce qu'il appelle la technologie de séjour. Je voudrais évoquer maintenant l'existence du troisième technologie. Le Togo, en pays-là, c'est par la suite observé des institutions qui avaient disparu dans le sud ivoirien. Le parti polythéiste qui s'écoute, qui faisait de processus sociaux. C'est difficulté qui est le plus du parcours, que j'ai poursuivi ensuite avec le recanotage de l'Italie, et bien entendu, des nombreuses lectures du contenu de laquelle il est fait pour enrichir les cultures anthropologiques. Elle permet la comparaison et l'approfondissement des diverses émotions de la mise en ordre du monde à laquelle procèdent toutes les sociétés. Elle élargit l'ethnologie à l'anthropologie. Or, dans des modalités différentes, nous trouvons toujours un équivalent de ces dimensions, ou connu public, mais à n'importe quelle époque. C'est en Afrique que j'ai eu l'occasion exceptionnelle de m'interroger longuement à leur propos, et il n'est pas étonnant qu'elles ne s'autorisent comme je faisais ailleurs. Encore une fois, les cultures se ressemblent par les questions qu'elles posent, non par les réponses qu'elles fournissent, même si concrètement nous ne sommes confrontés qu'aux réponses. Le fond de ces questions, c'est les rapports espace-identité et identité altérique. Dans l'identité, vive, ici la question de pouvoir des uns sur les autres. On pourrait parler du tournant à propos des activités de recherche à partir de la milieu des années 80. Le tournant n'est pas l'équivalent d'une rupture, mais plutôt d'une pratique plus fréquente de l'éthologie de rencontre, c'est-à-dire d'une observation attentive des composants anthropologiques de familles sociaux rencontrés au cours de l'existence, sans que cette rencontre ait été nécessairement venue et programmée. Après 85, j'ai continué à parvenir à l'Afrique, notamment en réalisant avec vos collègues des films sur les anciens terrains, et l'exercice d'écriture de la traversée du Luxembourg est en effet nouveau. Ce n'est pas un exercice d'ethnologie, mais une réflexion sur la subjectivité d'un ethnologue qui pose une journée particulière d'attacher sur le temps, le passé, la maladie, le bonheur. Cette fiction littéraire suggère à la fois que l'objet de l'ethnologie n'est pas exotique et que la personne de l'ethnologue est engagée dans sa recherche. L'ambiguïté de cette démarche, c'est en fait que je l'accomplis tout en changeant de terrain empirique. On pourrait donc penser que la réflexion sur la subjectivité est nécessairement liée à ce déplacement, ce que je ne crois pas, même s'il est vrai que plus je fais visiblement partie de mes observations, plus cette réflexion parallèle soit. Le tournant, ce tournant linéaire, m'a donc conduit à pratiquer sans employer tout de suite le mot, ce que j'appelle aujourd'hui l'ethnologie de rencontre, c'est-à-dire une observation inspirée par la méthode, les thématiques et l'objet théorique de l'anthropologie, les relations sociales quand elles en tant compte de leur contexte, mais qui s'affranchit du contrainte de l'ethnologie de séjour. Ce n'est donc pas pleinement une ethnologie. Quand j'ai écrit un ethnologue dans le métro, je n'ai pas prétendu faire une ethnologie du métro. Celle-ci serait possible à condition de délimiter un objet empirique précis en termes d'espace et de temps, dans le large et le zongle avec une extrême prudence. Pour ma part, j'ai simplement essayé d'observer dans le métro. Dans le métro,
des faits et des détails qui avaient à mon sens une portée anthropologique et simultanément d'analyser la position d'observateur observé. Pour une fois, je pouvais explorer directement la subjectivité d'un des individus impliqués dans un phénomène collectif. J'ai parfois parlé de d'ethno-analyse, mais je n'entendais pas parler d'une discipline pour la simple raison qu'elle n'existe pas comme telle. Un peu par plaisanterie, je l'ai dit que sur la base des 4 dimensions privilégiées par l'ethnologie, la filiation, l'alliance, la résistance et la génération, la condition des enfants très largement, on pourrait s'intéresser à l'individu et non plus au groupe pour ordonner et analyser les propos de chacun de ses survivants, éventuellement pour se libérer, se soulager d'une situer par rapport à son passé. Il y a tout chez l'ethnologue une capacité d'écoute qu'il confronte parfois avec des groupes qu'il a peut-être pas vraiment tous les moyens intellectuels s'interpréter. Par position qui se situe à la rencontre de la symbolique sociale et de l'imaginaire individuel. Il doit savoir en tenir compte et savoir s'arrêter dans ce que ça se passe, ou se confier à l'horizon de son enquête. Celle-ci d'équilibrement, c'est parvenir à cerner ses oubliés, ses lignes de fuite et les traces de son inachèvement. L'ethnopsychiatrie me semble-t-il a poursuivi déjà fascinante, je pense particulièrement à Georges Devreux, tant qu'elle est restée du côté de l'observation. Ceux qui ont franchi les pas et se sont pris pour les guérisseurs qu'ils étaient censés écarter, poursuivent pour l'orientation du charlatanisme. Pour préciser les choses, j'ajouterai 3 remarques. La première, c'est qu'aujourd'hui, on assiste avec l'essor des technologies de communication à une surabondance d'expositions, voire d'exhibitions de soins de diverses sortes. Se crée ainsi un nouveau mode de relation par les gens interposés qui complique simultanément la question du rapport à soi et du rapport à l'autre. Cette double et problématique apparition constitue un nouvel objet de recherche du sens anthropologique. La deuxième remarque, c'est que des enquêtes véritablement ethnologiques à ce sujet ne peuvent se réduire à une ethnologie du web. La réutilisation de la notion de fait social ne peut pas s'imposer. Il faut redéfinir la notion de contexte. La troisième remarque, c'est qu'il faut bien prendre là. Oui. Oui. La troisième remarque, c'est qu'il faut bien prendre garde à ne pas comprendre les gens, à ne pas comprendre des études, relevant de l'exercice archéologique de ces jours, avec les aperçus que la fois plus partielle et évidemment pour toutes les rencontres. Celle-ci peut former des hypothèses, trouver des intuitions, et seuls des séjours de terrain, les comparaisons et avec tous les caractères pourront éventuellement développer. L'éthologie de rencontre elle-même ne peut être capable de pratique de nous autres, et en tenant compte systématiquement des grands paramètres anthropologiques. De cela, on a affaire à des enquêtes documentaires ou journalistiques qui peuvent être documentées dans l'exploration anthropologique. Quant à l'ethnofiction, il semble que j'ai aussi la collectivité, c'est une fiction à construire à partir d'interrogations ethno ou anthropologiques. Non pas à la lumière de ces romans policiers dans lesquels un contexte ethnographique particulier commence le ressort de l'intrigue, certains sont même réussis, mais à l'inverse pour souligner la partie plus générale de données banales et quotidiennes dans le monde contemporain. Un problème de santé, un traitement en fait, ou un traitement dans l'autre. Un peu à la manière dont les romans de Sartre, et s'excusera libre d'ici évidente de cette comparaison, exprimaient sa philosophie. Il n'était pas de la philosophie, mais on rendait certains thèmes sensibles au lecteur, utilisait un autre type de perception, et constitue par celui un enrichissement de l'intellectuel. Alors, je vais essayer de accélérer. Mais pour laisser pour laisser la place à ceux qui ont envie d'intervenir. Je reviens aux rencontres de l'horreur. Je souhaiterais à ce qu'on revienne à l'instant sur ce que j'avais avec un véhicule de rencontre. Les rencontres de l'anthropologue et la rencontre de l'anthropologue ainsi que j'utilise 2 expériences complémentaires et symétriques, mais distinctes de sens inverse. L'anthropologue fait des rencontres diverses en cours d'existence. Beaucoup d'entre elles enrichissent non seulement son capital de connaissances et sa réflexion, dans la mesure où elles ont souvent l'occasion de repérer des variantes ou des variations par rapport aux observations faites ailleurs et aux écoles. Ce qui compte plus encore, c'est l'expérience de la rencontre faite de l'anthropologue par ceux qui étaient du voile, de la rencontre fine et de recueil de volonté.
J'ai rencontré dans les années 90 de jeunes collègues et de nouveaux terrains. J'ai fait une recherche avec une expérience précédente pour moi. J'ai ici l'occasion d'apprendre des situations locales qui demandent une attention large et de parler des activités qui sont conscients de ces dépendances. Au récit au Venezuela, les interlocuteurs du jeune collègue est heureux de se savoir compris parce qu'ils confiaient leurs doutes et leurs craintes. Les plus âgés des Indiens poupées, refoulés au fin fond de la savane par la progression des élevages furieuses, constataient que les lieux se faisaient plus rares et répondaient moisonnement à l'appel chanté par le chaman au cours de leur mutuelle culture traditionnelle. Ils expiraient leur manière enfin d'un bond et d'un autre, leur disparition programmée. Quelques jeunes gens plus politisés accordaient moins de crédit au rituel et essayaient de se mobiliser. Les uns et les autres ne considéraient apparemment pas comme négligeables la présence à leur côté de l'ethnologue, seul médiateur possible entre une génération, seul intervenant extérieur susceptible de les entendre ensemble et séparément, et de très gros plus jeunes de la détresse et la révolte de leurs yeux. Au Brésil, j'ai retrouvé quelque chose de cette convivience avec des femmes qui venaient du difficile, seules avec leurs enfants en général, et maris, compagnons le disparu, et auquel le tube de Lubanta a eu l'occasion d'une manifestation de ses caractéristiques. L'observateur extérieur était prêt à témoin justement, aussi bien de la liberté du temps que des consolations portées par un culte éminemment festif, de la possession de la violence théâtrale. La question se pose aujourd'hui de savoir si un tel rôle de passeur ou d'intermédiaire n'a pas sa place qui est généralement dans le monde globalisé. On entend bien, on ne fait pas ici allusion au rôle de mensualité culte éventuellement soutien le culte que peut jouer un intellectuel dans des situations particulières. Il y a sûrement raison de le jouer, mais d'abord, il ne faut pas pour autant. Ce que le faire en son domaine en tant que tel, c'est proposer sa lecture technique des situations pour aider à les comprendre sur tous leurs aspects dans toute leur dimension, notamment par rapport aux critères de référence qui sont la filiation et plus généralement l'inscription dans le temps, l'alliance et plus généralement l'inscription dans le corps social, la génération qui fait le scénario de ce que caractérise l'âge, enfin la résistance et plus généralement l'inscription dans l'espace. La technologie n'est pas une boîte avec qui font les instruments pour résoudre les défis du jour, mais plutôt un corpus de données d'analyse armant la réflexion critique sur les sociétés en général, comme une discipline humaniste par l'USR, et se situe en mi-chemin de l'histoire et de la philosophie. Autrement dit, la vocation de l'anthropologue aujourd'hui, dans l'anthropologie, est double. Elle reste et va rester multiple de terrain, et ça prend quelques tout le terrain. Et tout logiquement, l'expérience d'un chercheur ou d'une chercheuse solitaire, sans une vue de taille suffisamment réduite pour se prêter à cette observation, est fondamentale. L'objet théorique de cette expérience, encore une fois, c'est comme des relations sociales à l'intérieur du groupe, compte tenu de son contexte. La caractéristique nouvelle des traits de recherche évolue, auquel se situe, c'est que le contexte semble une importance croissante des médias de toutes sortes, et la circulation des images et des messages est toujours au bout du compte planétaire. Une nouvelle et multiples formes de relations, en outre, sont permises par ces médias, ce qui complique l'observation en utilisant des distinctions à l'action sociale et contexte. Et l'anthropologie de ces corpus de connaissances de dispositifs professionnels est illustre, calculant paramètres anthropologiques, et que les humains ont été plus ou moins précises, parce qu'ils leur donnent et conditionnent la résistance. Ainsi, une vocation de diffusion, une vocation pédagogique en tant que dépositaire d'une expérience sociale diversifiée dans l'espace et le temps. Enfin, on peut parler d'anthropologie engagée. L'engagement de l'anthropologue consistant à gagner son avis sur les aspects actuels des situations marquées par une crise de changement et par le parallèle d'un monde qui semble fini en musique, au moment même où s'affiche une vérité croissante de la vie et des connaissances. Merci. Ce n'est pas une question de fond pour le moment. Est-ce que l'anthropologie que vous avez menée sur les lieux que vous avez décrits, notamment en Côte d'Ivoire et en Afrique, vous a-t-elle donné l'idée d'étudier chez les immigrés et chez les gens issus d'une société semblable, mais injectés dans la modernité, dans la société moderne, avez-vous pu faire des comparaisons, des filiations
et noter chez ces gens des héritages, enfin appelez-les comme vous voudrez, ou des souvenirs, ou des traces plutôt, de ce que vous avez observé pleinement organisé dans ces sociétés qu'il est abusif de qualifier de primitives, mais dans ces sociétés isolées. Voilà. Je suis désolé, ma question est longue et complexe, mais enfin bref, c'est l'utilité, enfin, une des utilités possibles de l'anthropologie pour analyser l'homme moderne. Et c'est-à-dire que, en Côte d'Ivoire même, nous étions dans cette atmosphère de changement. Et ce à quoi nous assistons, en effet, c'est aux réactions des uns ou des autres à ces changements. Il y a même, je n'ai pas fait épuisant ici, des individus qui sont en fonction de gérer ça. Ce sont les prophètes. Les prophètes, il y a des prophètes qui s'appellent prophètes, ils appellent en plus en réalité. Et il essaie de faire passer l'idée que la Côte d'Ivoire, en l'occurrence, doit s'adapter au changement ils sont sur le terrain des accusations de sorcellerie. Et c'est là que, d'ailleurs, ils peuvent être dans une sorte de contradiction. Parce que ils reprochent à ceux qui sont accusés de sorcellerie de représenter l'esprit ancien, mais ils adhèrent à ce modèle, ce qui fait que ils disent que les sorciers sont des représentants de l'ancien monde, mais ils les dénoncent comme tels. Autrement dit, il y a une contradiction dans l'esprit des prophètes eux-mêmes. Les prophètes, il faut entendre ça. Sur la question que vous posez, je peux répondre que le terme que j'y parce que je crois que il n'y a pas de problème véritable. L'expérience du nouveau monde est faite déjà sur place. Je suis frappé par le bon sens de Paul Caval que les interlocuteurs. Cela dit, ce qui reste sur place, c'est peut-être quand même certains schémas. Je m'appelle. Vous pensez que certains schémas sont à l'œuvre dans les conflits politiques les plus récents, les plus actuels. Un expert, je disais à l'instant. Dans vos écrits, vous parlez de la science comme finalement le seul objet cumulatif.
J'avais envie de demander comment l'anthropologue se positionne pour pouvoir dire ça. Euh, bon, on voit bien que c'est une affirmation, mais c'est une affirmation lourde et qui exclut d'une certaine façon les autres activités humaines qui donnent du sens à la science. Et comment l'anthropologue défend ce point de vue? C'est absolument c'est la science dit Oui, vous dites la science est sûrement le seul objet cumulatif, en fait. la notion de progrès n'a de sens incontestable que dans la science. C'est ça. Le cumul des connaissances est un fait. Nous savons beaucoup de choses aujourd'hui qu'il y a 30 ans, et nous ne sommes pas capables d'ailleurs d'imaginer ce que nous serons d'ici 30 ans. Je crois que c'est à cela que vous faites allusion. Oui, c'est ce que vous dites, oui. C'est ça, c'est ce que j'ai lu effectivement dans l'avenir végélien. Hein. Il y avait deux choses qui m'ont beaucoup frappé, il y a ça, et puis il y a la question que vous posez à un moment de l'homme et de la connaissance. Finalement, est-ce que l'homme n'est là que pour connaître, et est-ce que j'ai trouvé que ça c'était très fort, quoi, hein, presque agressif. Mais ceci qui pense, je crois que ça remet en cause tous les modes de vie sociaux qu'on connaît aujourd'hui, me disant, bon voilà, la connaissance, c'est là où est l'homme, quoi. Hein. J'ai trouvé, voilà, bon, et puis je me disais, l'anthropologue se casse comment pour dire ça? Bien, c'est un certain constat. Quelque chose sur la notion de progrès n'a de sens que dans la science. On dit bien tout ce qu'on veut, mais je crois que ce devrait être un programme, parce que je pense qu'une des difficultés du monde aujourd'hui tient dans l'inégalité des connaissances. On parle beaucoup de l'inégalité économique, bien sûr, à juste titre, et il y a aussi l'inégalité des connaissances. Ce qui veut dire pas simplement l'inégalité de ce qu'on connaît effectivement, mais de la sensibilité au problème de la culture. Et je crois que un de nos drames, c'est que nous n'avons pas réussi à mettre en place ce que j'appelle une utopie de l'éducation, c'est-à-dire à mettre en place un système efficace qui permette à tous les enfants d'avoir un minimum de connaissance et de sensibilité à la connaissance. Ce qui aboutit à des violences et à des prosélytismes divers. Je crois que c'est effectivement une chose qu'on peut noter.
Oui, c'est plus une suggestion aux organisateurs de la conférence qu'aux conférenciers lui-même. Je pense que compte tenu de la densité de textes que vous avez présentés et de la densité des idées, est-ce qu'il serait possible d'avoir une version écrite de votre conférence qu'on pourrait diffuser sur aux différents membres de l'association ou ceux qui sont sur cette diffusion? Parce que je pense que ce serait intéressant d'avoir accès au texte écrit et de pouvoir bon, je pense qu'il est écrit d'une manière manuscrite, donc mais il pourrait être tapé. Bon, je pense qu'on pourrait apporter notre contribution à cette diffusion en tapant ce texte. Voilà, merci. Joliment. Bonsoir. Moi, je voulais vous remercier pour cette fois que vous avez fait de retracer votre périple personnel. Et en même temps, je remarque que, voilà, outre les difficultés d'audition qu'on a eues, vous avez peu abordé les textes peut-être plus récents que vous avez écrits sur notre société. Et je dis souvent, enfin, d'abord, je pense qu'il faut vous lire. Et je me rappelle que dans une publication énorme déjà de Narcogé. Moi, j'aime beaucoup ce regard sur notre société que je trouve assez ironique malgré l'aspect scientifique. Enfin, en tout cas, l'utilisation des outils scientifiques. Et dans la conférence que vous avez faite là, vous avez évoqué à un moment donné l'ethno-analyse que vous avez présentée comme quelque chose qui concerne à la fois ceux qui posent les questions et ceux qui y répondent. C'est bien ça. Voilà. Est-ce que vous pouvez peut-être dire quelques mots là-dessus? Je trouve ça très intéressant. Oui, encore que préciser que l'idée d'ethno-analyse avait été qu'une essence il est évident que on peut considérer qu'il est donc possible de de faire les poudres analyses c'est bien de ceux qui interrogent que de ceux qui répondent. Je m'intéressais là, vous voyez, parce que je crois que ce n'est pas une piste que j'ai vraiment développée. Bien. Juste, je voudrais reprendre, c'est peut-être un peu trivial, je voudrais reprendre néanmoins le débat de Marie-Jo, parce que je ne comprends pas bien ce que vous appelez le rôle dominant de la science. Je crois qu'il s'applique parfaitement aux 2 siècles qui viennent de s'écouler, ce que vous avez dit sur l'enseignement, etc., est tout à fait valable pour les 2 siècles qui viennent de s'écouler. Mais en ce qui concerne la globalité de l'histoire, je voudrais faire 2 objections. D'abord, c'est un peu bête de dire ça, mais enfin, quand les Gaulois envahissent, quand les Francs et quand les barbares, justement, envahissent ces domaines et dominent la société antique et la détruisent, ils sont les maîtres, ils sont réellement les maîtres. Et deuxièmement, qu'est-ce que exactement que le mot science et le progrès scientifique? De nos jours, le progrès scientifique est tellement rapide et tellement éclatant qu'on en a une idée un peu cohérente,
Mais si on se ramène au XVIIIe siècle, eh bien finalement vous avez un conflit entre les empiristes anglais et les rationalistes français qui se disputent réellement sur ce que c'est qu'une connaissance. Et donc, il me semble, soit nous ne l'avons pas bien compris, soit votre concept très général, puisqu'il parle des sociétés africaines pour aller jusqu'au monde moderne que vous avez cité explicitement, ne me semble pas si universel que ça. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien traduit et bien développé ce qui est dommage, mais je crois que ça va dans le même sens. Le moment est venu de terminer, je crois. Et de vous remercier pour cette intéressante conférence.